Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Cartoon Horror Show. Aujourd'hui, nous allons traiter de deux longues histoires qui concernent des appels terrifiants du 911. Mais avant que ça commence, n'hésite pas à t'abonner. On s'approche bientôt des 40 000 abonnés. Sur ce, c'est parti! En juin 1969, Dennis Martin, 6 ans, accompagna sa famille pour une virée camping au parc national du Great Smoky Mountains, une chaîne de montagnes s'élevant le long de la frontière entre le Tennessee et la Caroline du Nord en Amérique du Sud-Est. Le nom Great Smoky Mountains vient du brouillard naturel qui flotte souvent au-dessus de la chaîne et qui, de loin, ressemble à des volutes de fumée. Curieusement, ce brouillard provient de produits chimiques dégagés par la flore locale, des produits chimiques ayant une haute pression de vapeur et créant facilement des vapeurs ayant une température ainsi qu'une pression normale. Mais même sans avoir entendu les explications scientifiques de ce phénomène, tout ce brouillard s'accrochant au sommet de ces montagnes est en effet un spectacle inquiétant. Venant de Knoxville dans le Tennessee, une grande tradition de la famille Martin était de partir en virée camping au Great Smoky Mountains pour célébrer la fête des pères. L'année 1969 allait marquer la première virée dans les bois du jeune Dennis, en compagnie de son père, de son grand frère et de son grand-père. Le groupe se rendit à Cates Cove, une vallée isolée située dans la partie du Tennessee du parc. Puis il marcha jusqu'au Russell Field, où ils installèrent leur campement et commencèrent à se préparer pour la première nuit sous les étoiles. Le lendemain matin, ils prirent la route pour un endroit nommé Spencefield, une prairie des hautes terres pittoresques et un coin de campement connu scindé en deux par les collines ondoyantes et des sommets dentelés des montagnes du sentier des Appalaches. En arrivant à Spencefield, Dennis et son grand frère partirent explorer le camping et, d'après certaines informations, discutèrent avec beaucoup d'autres campeurs ayant installé leurs tentes près des leurs. C'est ainsi qu'ils se retrouvèrent à discuter avec un groupe hétéroclite composé d'enfants d'autres campeurs, s'entendant rapidement avec les fils Martin. Le père de Dennis était ravi de voir son fils si bien s'entendre avec les autres enfants, et ses fils étant occupés, l'adulte pouvait commencer à travailler sur la tâche importante qu'était le montage de la tente pour 4 personnes. Une fois cette tâche accomplie, Dennis jouait toujours avec le groupe d'enfants, et son père dit les avoir regardés se cacher joyeusement pour malicieusement tendre une embuscade à un groupe d'adultes qui s'approchait. Lorsque les adultes entrèrent dans la zone de combat imaginaire des enfants, ils bondirent tous hors de leur cachette, grognant et rugissant comme des animaux sauvages, s'attaquant à leurs parents hilars, tous sauf un. Tous sauf le petit Dennis. Son père observa avec une inquiétude grandissante son fils qui ne sortait pas de sa cachette. Il finit par ne plus le supporter, et après s'être levé de sa chaise de camping, le père de Dennis se rendit à l'endroit où il avait vu son fils de 6 ans pour la dernière fois, et commença à l'appeler. Mais ce qui fut d'abord des ordres paternels sévères dégénéra rapidement en appels terrifiés, et alors qu'il continuait de l'appeler en désespoir de cause, les autres familles commencèrent à comprendre que quelque chose n'allait pas. Lorsque le grand-père de Dennis apprit sa disparition, il mit le groupe en action, envoyant un groupe 3 km plus haut dans le sentier des Appalaches, pendant qu'il guidait un autre groupe vers le poste forestier de Cates Cove, arrivant là-bas vers 20h30 le soir même. Ainsi commença une opération de recherche et de sauvetage approfondie et médiatisée, dans laquelle le personnel des services du parc national était accompagné par des soldats de la garde nationale ainsi que des unités des bérets verts. Au pic de l'opération de recherche, plus de 1400 personnes étaient présentes dans les quelques kilomètres carrés autour de Spencefield, mais aucune d'elles ne trouva le moindre indice qui aurait pu les mener au garçon disparu. Cependant, après l'opération, les efforts de recherche suscitèrent beaucoup de critiques de la part de plusieurs experts de recherche et de sauvetage. Selon eux, le grand nombre de personnes impliquées auraient potentiellement dissimulé des traces et des pistes qui étaient déjà difficiles à suivre à cause des fortes pluies. Étonnamment, une empreinte de pas appartenant à un enfant a fini par être trouvée, mais cette trace fut rejetée comme appartenant à l'un des scouts qui aidait à la recherche. Cependant, les enquêteurs s'en sont plus tard voulus lorsqu'ils ont découvert que les traces venaient en réalité d'un enfant qui avait perdu une chaussure, ayant disparu sur les rives du ruisseau. Certains suggérèrent que les traces appartenaient peut-être à Martin, et cette théorie fut soutenue lorsqu'une chaussure ainsi qu'une chaussette d'enfant abandonnée furent découvertes 3 jours plus tard. Bien que le personnel de recherche et de sauvetage ait continué leurs recherches pendant plus de 2 semaines, fouillant les flancs de coteaux jours et nuits tour à tour, aucune autre piste sur la localisation de Martin ne fut trouvée.
La famille Martin était naturellement si désespérément en quête de réponses qu'ils décidèrent d'offrir une récompense de 5000 $ pour la moindre information qui pourrait les permettre de retrouver leur Dennis adoré. Cela attira l'attention de quelques prétendus médiums qui, selon certains, auraient voulu profiter du chagrin de la famille Martin et éventuellement récupérer la récompense s'ils trouvaient la bonne zone des montagnes à fouiller. Étonnamment, aucun de ces médiums s'avérèrent être d'une grande aide. Bien des années plus tard, en 1985, un homme qui collectionnait apparemment des ginseng américains illégalement dans le parc déclarait être tombé sur les restes squelettiques d'un enfant alors qu'il explorait la forêt. L'homme dit qu'il aurait dû signaler cette découverte, mais craignait d'être poursuivi pour son hobby d'herboriste interdit. En plus de cela, il était impossible d'indiquer aux enquêteurs la direction du site dans lequel il avait trouvé les os en premier lieu. Beaucoup de théories ont tenté d'expliquer ce qu'il était arrivé au jeune Dennis Martin ce jour-là. La plupart des détectives, amateurs comme professionnels, croient que Dennis s'est désorienté en cherchant une cachette, oubliant peut-être le chemin pour retourner au campement lorsqu'il en est sorti. Dans tous les cas, Dennis a ensuite continué de s'éloigner du camp et aurait facilement pu tomber dans l'une des pentes raides ou l'un des ravins qui parsèment la zone autour de Spencfield. Cependant, Dennis portait un t-shirt rouge clair lorsqu'il a disparu. Quelque chose qu'il aurait été difficile de rater pour l'équipe de recherche et de sauvetage. Il aurait fallu que Dennis soit complètement recouvert de feuillage pour ne pas être repéré avec une telle couleur de t-shirt. Et bien que ce fût possible dû à sa petite taille, les probabilités restaient très faibles. D'autres nous rappellent rapidement la présence d'ours noirs dans la région, ainsi que de vipères cuivrées et de cochons sauvages, tous représentant une menace considérable face au petit Martin. Les gardes forestiers rapportèrent à la police d'investigation qu'un ours en sous-poids avait été attrapé par un piège à sanglier dans la zone de Spencfield seulement 2 semaines plus tôt. Bien que l'ours ait été relâché sans problème, l'incident suggérait qu'il avait peut-être du mal à trouver assez de nourriture, l'incitant alors à se tourner vers une source de nourriture moins familière. Cependant, peu importe la brutalité et tragédie des dites théories, le père de Dennis croyait en quelque chose de bien plus sinistre. Basé sur le témoignage d'Harold Kay qui disait avoir entendu un grand cri le même après-midi que la disparition de Dennis, le père de Dennis croyait fermement que son fils avait été kidnappé par un prédateur opportuniste. Peu après avoir entendu le cri, Harold Kay affirma avoir vu un homme à la barbe ébouriffée et aux cheveux mal entretenus fuir dans les bois sans être repéré par les campeurs d'à côté. La famille d'Harold expliqua alors qu'ils avaient vu quelque chose de rouge sur son épaule, ce que certains pensaient être Dennis en personne, jeté sur l'épaule de cette silhouette mystérieuse alors qu'elle l'emportait avec elle. Harold supposa plus tard que l'homme était peut-être un bouilleur de cru clandestin, ce qui expliquait son désir de ne pas être vu. Les enquêteurs du FBI décidèrent finalement de rejeter ce signalement, parce que même si Harold pensait bien faire, son témoignage était franchement peu fiable dû à une chronologie d'événements qui ne collait pas. Mais l'un des gardes forestiers retraités regretta de ne pas avoir réussi à suivre les traces de pas ou même l'observation de cet homme à l'allure grossière correctement, affirmant que, puisque l'endroit d'où l'homme avait été aperçu était plus bas que celui d'où Dennis avait disparu, il était possible de couvrir cette distance pendant ce laps de temps, même en portant un enfant, mais que l'individu en question devait avoir une force, une discrétion ainsi qu'une endurance impressionnantes. Alors, si c'est le cas, qui est cet homme mystérieux et poilu, ce vagabond barbu apparemment capable d'un tel exploit physique, même dans le contexte du terrible enlèvement d'un enfant? Étant donné le manque d'investigation sur son observation ou sur ses traces, il semble que nous ne le saurons jamais. Et quand bien même nous élucidions le mystère d'un homme vivant dans les montagnes Appalaches et ayant un penchant pour le kidnapping d'enfants, je ne pense pas que les réponses nous apporteraient le moindre réconfort. Peut-être que cela en vaudrait la peine, surtout pour la famille. Mais les cauchemars peuvent être un prix cher à payer. Et se demander ce qu'il est arrivé au jeune Dennis Martin peut même rendre insomniaques les lecteurs de vrais crimes les plus endurcis. Fondé en 1908 par Theodore Roosevelt, le Big South Trail est un sentier de 22 km qui serpente à travers la région sauvage de Comanche Peak jusqu'au national de Rocky Mountain dans le Colorado. Les randonneurs expérimentés ont décrit le Big South Trail de difficulté moyenne, mais comme l'a dit l'un d'entre eux, les corniches de certaines zones ne faisaient que 60 cm de long. Ça peut être assez compliqué, et si vous n'êtes pas en forme, ça vous en demandera beaucoup d'efforts. Connu pour sa beauté pittoresque, le sentier est aussi un havre animalier et abrite des élans, des lynx, des ours noirs et des pumas pour n'en citer que quelques-uns.
Alors que les températures moyennes sur le sentier vont de 60 degrés en été jusqu'à 10 ou 15 degrés en hiver, rendant les activités intérieures comme extérieures parfaites, c'est aussi la beauté naturelle sauvage de la région qui a poussé les frères Allen et Ireland Altadero à trouver la Poudre River Resort. Un endroit permettant aux randonneurs et aux adeptes de la nature en tout genre de se livrer aux hobbies de leur choix. Allen mentionna que son frère et lui passaient tant de temps là-bas qu'ils avaient l'impression de devenir partie intégrante du paysage. Au bout du compte, il était simplement logique d'emmener leur famille là-bas. La vie à la resort était relativement simple, jusqu'à l'automne 1999, lorsqu'un groupe de célibataires chrétiens aidèrent Allen à se préparer pour l'hiver en échange d'hébergements gratuits. Le 2 octobre, le groupe de chrétiens célibataires décida qu'il voulait aller visiter un élevage de truites à seulement 3 km de la resort en elle-même. Allen connaissait bien la plupart des célibataires du groupe, et puisque sa fille de 6 ans, Jocelyn, voulait y aller avec eux, Allen savait qu'il ne pourrait pas l'y autoriser sans que son frère de 3 ans, Jared, ne veuille la suivre. Alors, puisqu'il faisait confiance au groupe de célibataires, Allen les autorisa à emmener ses enfants avec eux, pendant leur randonnée à environ 10 heures ce matin-là. Excité de participer à l'une de ses premières vraies aventures en plein air, Jared courait toujours devant le groupe, mais il ne dépassait jamais les 30 mètres avant que ses tuteurs du groupe de célibataires le rappellent. Vers 11h30, le groupe s'arrêta pour discuter avec quelques pêcheurs sur qui leur petit boy scout était tombé. Après une courte conversation, ils reprirent leur chemin sur le sentier. À ce moment-là, le groupe avait commencé à se séparer et à se disperser pendant qu'ils marchaient. Certains plus rapides que d'autres, mais un adulte restait toujours avec la sœur de Jared, qui lui continuait de courir devant tout le monde. Peu de temps après, le petit Jared prit un virage sur le sentier et disparut de la vue des autres. Techniquement, il n'était pas plus loin qu'il l'était d'habitude, alors ses tuteurs ne s'inquiétèrent pas vraiment. Mais lorsqu'ils reprirent à leur tour le virage, il n'y avait aucun signe de lui, ni du petit manteau beige qu'il portait. L'un des célibataires du groupe se précipita en avant pour essayer de trouver le petit garçon, mais il demeura introuvable. Il s'avéra que cette dernière image du jeune Jared prenant ce virage sur le sentier était aussi la dernière fois que quelqu'un le verrait en vie. Au cours des jours suivants, une grande opération de recherche et sauvetage fut mise en place, mais on ne trouva aucun signe de Jared Altadero. En réalité, il faudrait presque 4 ans pour qu'un indice de sa disparition soit trouvé. Mais les indices ne faisaient que soulever beaucoup plus de questions sans jamais apporter de réponse. Après avoir cherché pendant près d'1 heure, quelques membres du groupe de randonneurs rentrèrent à toute vitesse à la Poudre River Resort pour annoncer la mauvaise nouvelle à Allen. Son fils de 3 ans était perdu dans la forêt. En panique, Allen prit immédiatement sa voiture pour rejoindre le reste du groupe et les aida à continuer leurs recherches pendant 1 heure environ. C'est pendant cette heure que certaines personnes du groupe de 11 randonneurs, dont sa fille de 6 ans, Jocelyn, dirent avoir entendu un cri aigu. Il lui demanda à quoi ressemblait ce cri. À quelqu'un qui se faisait attaquer, ou quelqu'un qui jouait avec quelqu'un d'autre. Allen rapporta plus tard qu'elle l'avait décrit comme un cri espiègle, comme s'il jouait à chat et allait se faire toucher. Puisque Jared semblait être à portée de voix, le groupe continua de le rechercher intensivement. Mais malgré tous leurs efforts, ils ne parvinrent pas à trouver l'enfant perdu. Alors, juste avant 16h cet après-midi-là, Allen retourna rapidement à la resort pour appeler les secours. Moins d'une demi-heure plus tard, Bill Nelson, spécialiste des services d'urgence du comté de Larimer, reçut une alerte sur son beeper d'urgence indiquant qu'un enfant avait disparu sur le Big South Trail. À son tour, Bill contacta son directeur de recherche et sauvetage qui rassembla immédiatement plusieurs équipes pour se préparer à une longue et délicate opération. Seulement 2 heures après avoir appelé les secours, le personnel de recherche et sauvetage piétinait déjà le point de départ du sentier, regroupant au total 65 personnes, toutes impliquées dans la recherche de Jared. Au bout d'1 heure et demie de recherche, le personnel de sauvetage avait fouillé la majorité du sentier, mais n'avait toujours pas retrouvé Jared. Par conséquent, la zone d'opération fut largement étendue et renforcée, notamment avec l'aide d'hélicoptères de l'armée de l'air censés arriver le lendemain matin. À 7 heures du matin, le 2 octobre 1999, un hélicoptère UH-1N Huey basé à Cheyenne fit un premier tour au-dessus du Big South Trail et continua d'observer les choses depuis le ciel pour l'équipe de recherche et sauvetage jusqu'à tard dans la matinée. Après être retourné à l'aéroport municipal de Fort Collin-Loveland pour se ravitailler, l'hélicoptère revint à la zone de fouille vers 15h30 l'après-midi. Cependant, pendant sa seconde patrouille au-dessus du sentier, l'hélicoptère lutta contre les conditions montagneuses et chuta sur plus de 30 mètres avant de s'écraser dans la canopée de pins près du point de départ du sentier. À bord de l'hélicoptère se trouvaient 4 hommes de l'armée de l'air américaine, ainsi qu'un représentant de l'équipe de recherche et sauvetage du comté de Larimer, nommé Mark Sheets.
Quand l'hélicoptère s'écrasa, Mark était le seul à ne pas être attaché sur son siège, puisqu'il était au sol, la porte ouverte. Il dit que lorsqu'il avait vu le rotor toucher le haut des arbres et des pièces de l'hélicoptère voler dans la forêt, il s'était précipité pour fermer la porte. Mais qu'une branche d'arbre s'était frayé un chemin à l'intérieur et avait frappé le médecin de l'armée de l'air qui était à bord directement au visage, fracturant son orbite et causant une hémorragie. Par un coup de chance, l'équipage de l'armée de l'air réussit à s'échapper de l'épave de l'hélicoptère, mais Mark Sheet avait été assommé et était toujours coincé dans la masse de métal émiettée qui risquait toujours d'exploser. Des membres de l'équipe de recherche et sauvetage qui se trouvaient tous prêts se précipitèrent sur l'hélicoptère, défoncèrent une vitre et réussirent à sortir Sheets inconscient, avant qu'il ne lui arrive quoi que ce soit d'autre. Il avait tout de même une commotion cérébrale, ainsi qu'une entaille de 33 cm en forme de L qui exposait son fémur. En plus de cela, Mark souffrait de 3 vertèbres cassées dans le bas du dos et d'une épaule brisée, probablement causée lorsqu'il fut sorti de l'épave si violemment. L'accident d'hélicoptère ralentit fortement l'opération de recherche. Mais heureusement, tout le monde survécut, et le 3e jour de recherche débuta. Le 3e jour marqua l'arrivée d'équipes policières de plongée spécialement formées qui explora les eaux profondes de la Poudre River. Un autre hélicoptère fut envoyé pour aider la recherche, mais rencontra des vents tourbillonnants qui nécessitaient une pleine puissance pour ne pas s'écraser, épuisant les réserves de l'hélicoptère en un rien de temps et l'obligeant alors à retourner à la base de l'armée de l'air de Fort Collins. Pendant les 3 jours suivants, des volontaires bien intentionnés mais mal équipés commencèrent à harceler le bureau du shérif du comté de Larimer et leurs équipes de recherche et sauvetage pour les autoriser à aider. Cela faisait maintenant presque 1 semaine que le petit Jared avait disparu, et le temps était compté pour le retrouver sain et sauf. Alors ils acceptèrent, et bientôt plus de 200 personnes faisaient partie du personnel de recherche et sauvetage, y compris une douzaine d'équipes de chiens trackers professionnels, une équipe de plongeurs et un avion de recherche. Mais même avec toutes ces personnes et atouts, l'opération de recherche et sauvetage fut un échec total et complet, puisqu'aucun indice sur la localisation de Jared ne fut retrouvé. Par conséquent, les officiels de l'État furent obligés d'annoncer à la famille Atadero que la recherche de Jared était suspendue. Bill Nelson, sous-shérif du comté de Larimer, organisa rapidement une conférence de presse dans laquelle il raconta aux journalistes « Nous avons d'abord travaillé pendant 8 jours d'affilée, c'est-à-dire 24 heures par jour pendant 8 jours. Nous avons continué la nuit. Nous étions un peu limités, mais nous avions toujours du monde sur le terrain pour faire du bruit, pour que Jared puisse éventuellement l'entendre et peut-être même y répondre. » Jane Smith-Key, un membre de l'unité canine de recherche et sauvetage du comté de Larimer, raconta que cette recherche était l'une des plus intenses à laquelle elle avait participé. Elle n'avait jamais recherché un enfant avant, et même si elle s'y attendait, elle était étonnée du niveau de couverture médiatique. C'était devenu un cas national, dit-elle. Alors ça nous a mis la pression et ça a stressé les chiens. Le shérif du comté, Justin Smith, n'était qu'un humble sergent en 1999 lors de la disparition de Jared. Il dit que l'accident d'hélicoptère était un événement extrêmement stressant ayant eu un effet définitivement négatif à un moment crucial de la recherche, et que le grand intérêt médiatique n'avait fait qu'aggraver la situation. Il est intéressant de noter que cela est arrivé au moment où le grand jury de l'affaire Jean-Bernet Ramsey devait prononcer ses inculpations. Alors, le concept d'enfant blessé a pris une place importante dans l'air du temps. Naturellement, les médias se sont attroupés pour rassasier le besoin de réponse éprouvé par le public, et à un moment, 17 camions de télévision par satellite bordaient l'autoroute 14 du Colorado, et la zone grouillée de journalistes et de caméramans qui portaient des manteaux de fourrure pour se protéger du froid glacial du Colorado. Pendant ce temps, les hotlines d'information de la police ne cessaient de sonner, et un certain nombre de médiums autoproclamés affirmaient savoir où les équipes de recherche pouvaient trouver Jared, terrifié mais toujours vivant. Les équipes de télévision ont observé le sorcier amérindien visiter la zone. Il était venu réaliser une sorte de rituel dans lequel il demandait à la montagne de rendre le garçon à ses parents. Et lors d'un incident particulièrement inhabituel mais sain, un homme pieds nus accompagné d'un âne s'est pointé sur le sentier et a proposé ses services à l'équipe de recherche. Bien que le geste soit sincère, les unités canines et les avions n'avaient pas trouvé Jared. Alors une paire d'yeux supplémentaires ne serait sûrement pas d'une grande aide. Et aussi peu agréable cela soit-il, les volontaires à la recherche furent obligés de mettre fin à leurs recherches. Et pendant des années, la disparition de petit Jared resta un mystère complet et total. En juin 2003, les randonneurs Rob Osborne et Garrett Watts visitaient le Big South Trail. On a choisi le Poudre Canyon comme zone à explorer, raconte Bob. Alors, on a décidé de s'y rendre en passant par le Big South Trail.
On avait entendu dire que c'était une randonnée splendide, que la zone autour de la rivière était magnifique et sauvage, et comme c'est la raison pour laquelle Gary et moi avons commencé la randonnée, on s'est dit qu'on allait y jeter un œil. Pendant leur randonnée, Rob et Garrett tombèrent sur un champ de rochers et décidèrent de monter à 2000 pieds pour en atteindre son sommet. « C'est un pays remarquable là-haut, mais c'est vraiment une ruée », raconta Garrett plus tard. « Il faut tout le temps regarder ses pieds et se concentrer sur ce qu'il y a devant soi pour ne pas se fouler une cheville. » Rob et lui avaient déjà randonné aux alentours et avaient entendu parler du mystère de Jared Atadero, grâce à sa haute médiatisation. Et en tant qu'adeptes de la nature expérimentée, ils avaient eu plusieurs occasions d'émettre des hypothèses sur la disparition du garçon. « On a pensé qu'il avait été emporté en aval et avait été attrapé par un puma, » dit Rob. Bien sûr, il était possible que quelque chose de plus sinistre se soit passé, mais on n'en a pas vraiment parlé. Étant nous-mêmes parents, c'était une pensée insupportable. Mais puisqu'ils randonnaient exactement là où Jared avait disparu, le duo ressentit un étrange sentiment d'effroi et ne put s'empêcher de penser à cet incident mystérieux et déchirant. Mais ils ne s'attendaient pas pour autant à la découverte qu'ils allaient faire ce jour-là. Rob et Garrett se contentaient généralement des sentiers populaires pour des raisons de sécurité. Mais lorsque cette première visite au Big South Trail avec la disparition de Jared à l'esprit, ils prirent l'initiative de s'écarter du chemin. « Nous ne cherchions pas à trouver quelque chose », ajouta Garrett. On se disait que si une équipe complète n'avait rien trouvé, on ne pourrait rien trouver non plus. Mais je suppose qu'on se posait quand même la question. Puis, au bout d'une heure de randonnée, on est tombé dessus. Je n'en croyais pas mes yeux. Mais ils étaient là, parfaitement visibles. Rob et Garrett, on ne sait comment, étaient tombés sur un ensemble de vêtements d'enfants à plus de 1500 mètres du sentier où Jared avait été vu pour la dernière fois. « C'est quand j'ai vu la chaussure », raconta Garrett. « C'était une chaussure d'enfant, sans aucun doute. Et elle était immaculée, comme si quelqu'un venait tout juste de l'enlever, vous voyez ? Fraîche, comme si, en levant la tête, vous alliez voir un enfant sauter à cloche-pied, à la recherche de sa basket. » Mais alors, les deux amis randonneurs trouvèrent une deuxième chaussure identique. Une polaire marron et un pantalon de jogging bleu à l'envers. À leurs yeux, il était impossible que ces vêtements appartiennent à Jared Atadero, alors que le garçon avait disparu depuis 4 ans déjà. Il était inconcevable que ces éléments soient visibles depuis tout ce temps. Ils avaient l'air complètement neufs. Juste au cas où, les deux hommes prirent les vêtements en photo et appelèrent les urgences dès que possible. Ils suivirent les ordres des enquêteurs et leur envoyèrent lesdites photos par email pour ensuite les transférer à Allen Atadero, qui vivait à Littleson à ce moment-là. L'enquêteur fut stupéfait lorsqu'il reçut une réponse confirmant que ces affaires appartenaient en effet à Jared. En 24 heures, les autorités étatiques rassemblèrent une équipe constituée des membres du bureau du shérif, ainsi que des membres de l'équipe de recherche et sauvetage du comté de Larimer, des gardes forestiers du département animalier du Colorado et des volontaires venant de l'association NecroSearch. Tous devaient se rejoindre au point de départ du Big South Trail pour commencer à rechercher les restes de Jared. Plus tard, avec Allen Atadero et le personnel du réseau de protection infantile local qui avait rejoint l'opération de recherche, ils retrouvèrent les restes de la tenue que portait Jared le jour de sa disparition, éparpillés sur une zone de plus de 7 mètres. Alors que la polaire était trouée et que le pantalon était en lambeaux, les chaussures en nylon étaient à peine usées. Les enquêteurs en conclurent que certains objets étaient protégés, alors que d'autres étaient exposés. C'était l'explication la plus simple, mais pas nécessairement la bonne. Ensuite, à 180 pieds vers le nord, et 20 pieds plus haut que l'endroit où se trouvaient les vêtements, la police fit une découverte effrayante. C'était un petit morceau de crâne humain, enfoncé dans une fissure à peine visible à l'œil nu. Tout près, sur un rondin qui couvrait la fissure dans laquelle le morceau de crâne avait été retrouvé, la police trouva aussi une dent humaine. À 17h ce soir-là, Allen Atadero et d'autres membres de l'équipe de recherche appelèrent la foule de journalistes au sentier et annoncèrent ce qu'ils avaient trouvé. Cela marquait évidemment une grande avancée dans l'enquête, mais encore une fois, cette découverte semblait uniquement soulever encore plus de questions sans apporter de réponse. Et très rapidement, les gens commencèrent à inventer leurs propres explications. L'adepte de la nature rescapée, Lee Stroud, dit que ce qu'il se passe en haut du Big South Trail va au-delà de la compréhension humaine. Dans beaucoup de cas, l'équipe de recherche ou les volontaires ont déjà parcouru certaines zones, non pas 1 ou 2 fois, mais des douzaines de fois, dit-il. Et puis, l'enfant est retrouvé là-bas 1 an ou même plusieurs années plus tard. Ça n'a pas de sens. Je passe mon temps en forêt depuis des années maintenant, et j'ai vu toutes sortes de choses. Pourtant, je n'arrive pas à donner de sens à tout ça. Selon le randonneur Bob Osborne, il y a des chances que la zone dans laquelle les vêtements de Jared ont été retrouvés n'ait pas été fouillée lors de la première opération de recherche, et qu'il n'y avait qu'une seule réponse à tout cela. Un enfant n'aurait jamais pu atteindre cet endroit tout seul. Jamais.
Je veux dire, Gary et moi avons eu du mal à l'atteindre. Elle est très dure à monter. Alors peut-être que la police aurait dû fouiller cette zone la première fois, mais en même temps je ne peux pas les blâmer de ne pas l'avoir fait. La dresseuse de chiens de police, Jane Smithski, en conclut que la disparition de Jared était due à une rencontre avec un animal. Je ne suis pas sûre de ce qui a été officiellement publié comme finalité, mais tout porte à croire qu'il s'agit d'une rencontre avec un animal. Rien d'autre n'explique comment il aurait pu être traîné là-haut. Sauf, bien sûr, si c'était une personne qui avait enlevé Jared ce matin-là. C'est à ce moment-là que le témoignage de Bill Nelson, spécialiste de recherche et sauvetage, devint un peu effrayant. Si, comme je le crois, un puma l'avait vraiment enlevé, il l'aurait emmené quelque part et l'aurait enterré, dit-il. Avec toute notre activité, nous l'avons probablement fait fuir, alors il serait revenu plus tard pour déterrer son repas. C'est pour ça que personne n'a rien trouvé, parce que l'enfant était sous terre tout ce temps-là. Mais alors la police ou les volontaires auraient forcément remarqué de la terre retournée quelque part, et les vêtements de Jared auraient montré des signes d'attaque animale. C'est ce genre d'incohérence qui poussèrent Allen Atadero à croire que quelque chose d'autre était à l'origine de la disparition de son fils. « On parle tout le temps d'un puma, dit-il. Mais lorsque les vêtements de Jared ont été examinés, aucun poil de puma n'a été trouvé. Pas d'ADN, pas de sang non plus. Si un puma l'avait attaqué, il l'aurait attaqué au ventre. Sa veste aurait été en morceaux. Or, elle était en parfait état. J'ai discuté avec des experts animaliers de tout ça, raconta Allen, rassurant rapidement ceux qui l'écoutaient. La veste de Jared n'aurait pas survécu à l'attaque d'un puma. Et selon les enquêteurs, ses chaussures retrouvées dans la montagne n'avaient pas l'air d'avoir passé des années dans la nature. Je n'y crois pas, vraiment pas. Allen nota aussi une autre chose intéressante à propos de la découverte des chaussures intactes de Jared. Elles auraient sans doute été éraflées s'il avait été traîné sur le flanc de la montagne. Son pantalon avait été retrouvé avec très peu de dégâts provenant de rongeurs ou d'oiseaux utilisant les fils pour fabriquer leur nid. Un large prédateur aurait dû arracher les vêtements du petit garçon pour pouvoir se nourrir. Pourtant, il n'y avait aucun signe. L'un des rapports qu'Allen Atadero lui disait que si les examinateurs scientifiques n'avaient trouvé ni ADN ni sang sur les vêtements de Jared, c'est parce qu'il, ou quelque chose d'autre, avait retiré ses vêtements avant de se faire attaquer. Nous ne pouvons qu'imaginer à quel point son père a dû être horrifié en lisant cela, alors que c'était la dernière chose qu'il voulait entendre. Le rapport continua en disant que, à cause du nombre de randonneurs qui arrivaient, le puma qui avait enlevé le fils d'Allen s'était alors enfui avec son corps, 500 pieds sur le côté de la falaise. Mais la question demeure, si quelque chose avait enlevé les vêtements de Jared avant qu'il se fasse attaquer, pourquoi avait-il été trouvé à 500 pieds du flanc de la montagne? Son pantalon était à l'envers, un signe évident qu'il avait été retiré rapidement, et pas par quelque chose qui avait des griffes ou des dents. Et comme nous l'avons dit, ce sont ce genre de détails qui poussent Allen et sa famille à croire que quelqu'un en sait plus sur cette enquête qu'il ne veut l'admettre. La disparition de Jared n'a jamais été complètement expliquée par les forces de l'ordre américaines ou par leurs homologues amateurs. Mais il est important pour les théoriciens du puma de garder à l'esprit que depuis 1915, il y a eu un total de 14 attaques fatales de pumas signalées aux États-Unis et au Canada. Les chances de se faire attaquer par un puma sont terriblement faibles, et le sont encore plus étant donné que Jared faisait partie d'un grand groupe de randonneurs. Ces randonneurs ont été lourdement interrogés par la police, parce qu'il semblait naturel qu'au moins l'un d'entre eux soit responsable de sa disparition. Mais de nombreux inspecteurs chargés des homicides ont rapporté que les entretiens avec les membres du groupe n'avaient montré aucun signal d'alarme et que rien ne prouvait leur culpabilité. En raison de telles spéculations, les théories cherchant à expliquer des événements si mystérieux sont passées de possibilités purement rationnelles à des explications bizarres, de type théorie du complot, parlant d'attaques cryptées ou d'enlèvements d'extraterrestres. Mais les gens ont beau émettre des théories, rien ne colle. Et plus le temps passe, plus il semble que la disparition du petit Jared Atadero restera à jamais un mystère déchirant, mais terrifiant.